Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Catherine Jacob pour la pièce Nuit d'ivresse. Mais on est encore quelques minutes avec Amir qui sera lundi sur TF1 dans la série La Belle et le Boulanger. Et on va dresser votre portrait sonore, Amir, des petits sons qui vous rappelleront quelques souvenirs. Voici le premier. החזקת לי יד ובלי לכאוב אמרת אולי תלכי את בטח לא תחזרי למצוא שהכי פשוט טעות של חלשים. Je peux vous laisser prononcer le titre de cette chanson. Oui, קשה למצוא מילים. Je te le dis quand même, en hébreu. C'était sur votre tout premier album, Amir, sorti en 2011, époque où vous habitiez encore en Israël. C'est à 8 ans que votre famille a quitté la France pour s'installer en Israël. Et c'est là que vous avez commencé d'ailleurs à vous appeler Amir. Parce que votre premier prénom, c'est Laurent, non, c'est pas ça ? C'est mon premier prénom, mais on m'a toujours appelé Amir. On vous a toujours appelé oui, Amir. même en France, oui, toujours. Donc le premier prénom, vous l'avez évacué très vite. Oui, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est un phénomène familial. Mon père aussi est appelé par son deuxième prénom. Ah d'accord. Ouais, et voilà, oui. Et alors vous êtes donc né à Paris, et alors surtout j'ai appris que vous étiez né avec un handicap. C'est vrai, je suis sourd de l'oreille droite. Et est-ce que c'est un handicap qui vous pèse au quotidien, notamment pour la musique ? Non, pas particulièrement. C'est pas un problème du tout. Non, j'ai jamais vraiment fait attention parce que je suis né comme ça, donc j'entends de cette façon depuis la naissance. Ça me trouble pas, j'ai l'habitude. Mais voilà, a priori, quand on veut, on peut. Et là, vous en êtes la preuve, et ça vous a pas empêché de chanter cette chanson notamment. Ce soir, issu de votre album Ressources. C'est la chanson qui ouvre tous vos concerts, hein, donc votre tout premier concert à Bercy aussi, à l'Accor Arena. Vous avez réalisé un rêve de gosse, là, c'était votre premier Accor Arena. Là. C'était dingue. Comment ça s'est passé ? C'était émouvant, c'était je sais pas, vous l'attendiez parce que ça fait 10 ans maintenant que vous faites de la musique. C'est vrai, puis évidemment, bien sûr, c'est une date pour laquelle on s'impatiente. On sait jamais vraiment à quelle étape de la carrière elle va venir, si elle va venir. Et c'est une salle symbolique pour moi, parisien, qui est d'ailleurs vécu énormément de concerts dans le public de cette salle. Me retrouver un jour sur cette scène me permettait aussi de comprendre ce que le public voyait. Tu comprends, je vivais ce concert en dédoublement et avec une émotion très puissante de l'aboutissement, du symbole que ça représente et de la gratitude que j'ai pour cette vie. C'est encore plus fort que l'Olympia ? Bercy ? C'est autre chose. Moi, l'Olympia, je le connais parce qu'il est mythique, que tout le monde passe devant régulièrement avec les lettres rouges. Mais Bercy, moi, j'allais voir Chantal Goya et Dorothée quand j'étais petit. Tu vois, donc il y a vraiment une histoire qui me touche directement. Ouais. Un autre son. On a touché les étoiles avec la tête dans la lune. On a chanté notre histoire. La bande-annonce alors très réussie, faut le dire, de la saison 15 de The Voice où défilent tous ces talents révélés par ce télécrochet, Louane, Jérémy Frérot, Kenji Girac, Mentissa, Lynn, bien d'autres. Et alors ce qui me frappe toujours quand on regarde tous ces talents issus de The Voice, on en parlait tout à l'heure, c'est que beaucoup de ceux qui cartonnent aujourd'hui, dont vous, n'ont pas forcément gagné The Voice et ça n'empêche pas de réussir ensuite, quoi. Ouais, a priori. Moi je pense que c'est avant tout une exposition, hein. C'est pas que le concours joue un rôle. C'est sûr que quand on y est, on a envie de gagner, mais après c'est le public qui nous choisit ou pas, c'est les choix de carrière, c'est les chansons qu'on écrit. Mais quelle plateforme merveilleuse pour éclore. Je peux le dire, moi, j'ai commencé à 30 ans la musique. Il y avait... Je veux dire, si j'avais à 30 ans démarré par les pianos-bars, je pense que... Le chemin aurait été plus long. Ça, oui. Ouais. Et c'est un catalyseur qui est merveilleux parce que on juge essentiellement à la performance, à la voix, à la résilience de l'artiste, parce que le concours est très très exigeant. Et c'est très formateur pour la suite. Aujourd'hui, on voit le même phénomène avec la Starac, je trouve. Bien sûr. Et on vous appelle très vite, c'est-à-dire que vous aviez des contacts avec des maisons de disques avant même la fin de The Voice. Rien. Zéro. C'est après en fait, le seul qui était signé, c'est le gagnant.
Donc Kenji, en l'occurrence, dans ma saison, il a tout de suite fait un très beau chemin avec Universal Music, qui lui ont proposé un contrat. Et moi, j'ai fait à l'envers. J'ai d'abord écrit des chansons. Je suis allé frapper à des portes. J'ai parlé à des gars dont j'entendais les chansons à la radio. Enfin, j'allais regarder sur le site de la SACEM qui a écrit ou qui a composé pour m'allier avec des gens qui ont les mêmes goûts musicaux et les mêmes perspectives. Les 3/4 m'ont dit non. Et le quart qui m'a dit oui, c'est ceux avec qui je travaille jusqu'à ce jour et qui m'ont permis de faire aujourd'hui 4 albums et des chansons qui me ressemblent. Et voilà, les maisons de disques ont suivi ce truc, mais ça a commencé par des chansons et avec ça, je suis allé frapper aux portes des maisons de disques et tenter de convaincre. Et alors, je crois que dans la saison de The Voice là, qui va arriver prochainement, vous allez chanter avec un candidat l'un de vos tubes. Vous êtes très bien informé. Ce sera évidemment après son audition à l'aveugle. Comment ça s'est fait ? On l'a surpris. Moi, on m'a contacté, la production de The Voice m'a appelé pour me dire qu'il y avait quelqu'un qui allait chanter ma chanson pour les auditions à l'aveugle. Ça m'a énormément ému et on m'a demandé si, pour l'événement des 15 ans de l'émission, ça m'intéresserait de venir le surprendre. Et j'y suis venu, j'ai suivi en cachette l'audition à l'aveugle. Ça m'a bouleversé parce que ça fait flotter énormément de souvenirs. Vous étiez revenu déjà sur The Voice ? Oui, mais comme beaucoup, on vient en deuxième partie d'émission chanter notre titre promo. Là, c'est différent, oui. Là, c'est différent. Là, c'est intégrer les auditions à l'aveugle, donc la case départ de ce programme, voir un artiste dans sa fragilité, se dire que pour un moment qui pourrait changer sa vie, il a choisi notre chanson. Et évidemment que la symbolique m'a bouleversé et c'était super de le retrouver juste après, de lui proposer de la chanter ensemble. C'est génial. Oui. Allez, génial, encore un extrait. On voulait juste faire la fête. Courez, on voulait juste faire la fête. Courez, je crois qu'on s'en passera plus tard. Courez, il n'est plus l'heure de faire la fête. Des titres marquants de votre dernier album, C'est Amir, ce titre Supernova où vous racontez le 7 octobre du point de vue des jeunes festivaliers. Ça vous a d'ailleurs été reproché, Amir, par certaines associations, militants. Vous avez même reçu des insultes, des menaces de mort. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à vivre avec tout ça et à continuer à faire votre métier d'artiste, à faire abstraction de tout ça ? Alors... moi, j'ai donné des dizaines d'interviews dans lesquelles je n'ai pas parlé de ce sujet. Ce sujet qui est un phénomène très très amplifié par les réseaux sociaux, par les médias, par l'algorithme et qui finalement a échoué dans la vraie vie. Et je me suis empêché de mettre en lumière le combat de ces personnes qui ont de la haine avant les idées, parce que c'est pas comme ça que je raisonne. Et que j'estime que c'est dans les salles de concert où on a un avant-goût de la paix. On a des divergences qui disparaissent parce qu'on écoute tous ensemble une chanson. L'impossible n'existe pas dans la culture, dans l'art. Et moi, ce que j'ai vu cet été, dans les faits, et dans les zéniths après, le public était là. C'est des gens qui venaient, des familles qui venaient en masse, qui chantaient plus fort que d'habitude, qui préparaient des pancartes à la maison avec des mots d'amour, et qui venaient comme si cette fois ils voulaient militer contre cette essentialisation, militer un petit peu pour moi, mais surtout contre l'idée qu'on peut faire avancer quoi que ce soit en boycottant la culture. C'est une aberration et ça nous fera tous régresser. Donc moi, c'est ce que je retiens en fait de cette histoire et voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Ouais, vous avez raison, bravo Amir et merci pour votre courage aussi. La Belle et le Boulanger, ça commence lundi prochain 21h10 sur TF1 et on vous recommande cette jolie comédie romantique où Amir, vous nous montrez que vous êtes aussi, en plus d'un grand chanteur, un grand acteur. Merci beaucoup d'être venu, Amir.